10 juillet 1971, palais du roi dans la ville de Skirat. Le roi Hassan II organise une fête pour son anniversaire. Et en pleine réception, 1400 cadets de l'armée font irruption dans la salle et ouvrent le feu sur les convives. Ces soldats répondaient aux ordres donnés par des officiers qui étaient au cœur d'une conspiration contre le roi Hassan II. Le roi fut blessé mais put s'en sortir en se cachant pendant des heures. Les troupes, loyales au roi, arrivent enfin pour écraser la rébellion et sonnent la fin du premier coup d'État, qui fit une centaine de morts et 200 blessés. Pour vous parler très franchement, j'étais à peu près convaincu qu'ils m'entraînaient dans un recoin afin de pouvoir m'exécuter dans la plus grande tranquillité. Après ce coup d'État, le roi en tirera plusieurs leçons. Il confiera au général Oufkir le ministère de la Défense. Il était jusque-là ministre de l'Intérieur, il deviendra l'homme de confiance du roi. C'est ici que le général Oufkir viendra désormais travailler tous les matins. Le ministère de la Défense nationale, qui se trouve derrière moi, et qui, vous allez le découvrir, se trouve dans l'enceinte même du Palais Royal. En 1972, Oufkir est âgé d'une cinquantaine d'années. C'est un héros de guerre décoré et se rapproche du roi. Il est là pour s'occuper des affaires sensibles du royaume et il a la réputation d'être impitoyable. Les enfants du général et de la famille royale grandissent ensemble pendant de longues années. L'un et l'autre jouissent de pouvoirs étendus à la mesure de la confiance que j'ai en eux. Nous sommes actuellement dans une situation transitoire, pragmatique, qui fait qu'on met the right man at the right place. En août de la même année, Hassan II passe l'été en France, dans son château de Betz. Le matin du 16 août, il rejoindra Paris pour entrer au Maroc à bord d'un Boeing 727. L'avion du roi décolle et tout paraît normal jusqu'à l'entrée dans l'espace aérien marocain. Mais arrivé près de Tanger, le roi remarque un détail inhabituel. Plusieurs F-5, des avions de chasse de l'armée marocaine, rejoignent le Boeing dans les airs, alors qu'aucune escorte officielle n'est prévue. 3 F-5 menés par le lieutenant-colonel Amkran ont pour seul objectif de traquer l'avion du roi et de l'abattre pour provoquer la chute de la monarchie. Le nom de l'opération, Borak. Le piège mortel se referme sur le roi. Les chasseurs qui escortent l'avion royal ouvrent le feu et touchent 2 des 3 réacteurs. À l'intérieur du Boeing, une puissante secousse projette les passagers dans les airs et des projectiles parviennent même à percer le fuselage, blessant plusieurs personnes proches du roi. Le commandant Kouera, qui est à bord de l'un des chasseurs, tenta une manœuvre kamikaze qui échouera in extremis. Kouera réussira à s'éjecter et sera arrêté une fois arrivé au sol par la gendarmerie royale. Le commandant du Boeing, Kabaj, lutte pour garder le contrôle de l'appareil. C'est alors que Hassan II parle à la radio et lance aux chasseurs rebelles « Il y a des blessés, le roi est gravement touché, arrêtez de tirer ». Les pilotes rebelles, croyant avoir accompli leur mission, arrêtent l'attaque, mais restent méfiants. Ils ordonnent au Boeing d'atterrir sur la base militaire de Kinitra pour vérifier la mort du roi. Le commandant Kabaj feint d'obtempérer tout en manœuvrant pour éloigner l'escorte. Il réussit à changer la destination imposée et se dirige vers l'aéroport civil de Rabat Salé. L'avion réussit son atterrissage d'urgence, le roi et ses proches sortent presque indemnes et la nouvelle de la survie du roi commence à se répandre. Une délégation militaire loyale à Hassan II est arrivée pour l'accueillir. Hassan II organise son retour dans son palais. Oufkir réussit à faire passer le complot dans sa deuxième phase et donne un ordre aux pilotes mutins encore dans les airs. Le roi n'est pas mort, revenez. Les 2 chasseurs font demi-tour vers Rabat. À leur bord, les lieutenants Abdelkader Ziad et Hamid Boukhalif arrivent sur la zone. Ils mitraillent le convoi venu pour le roi. 8 personnes trouveront la mort et il y aura une cinquantaine de blessés. Le nom de cette deuxième opération, Red Flag. Hassan II, informé du danger à l'avance, n'était pas monté dans la limousine officielle. Juste avant le déclenchement de l'opération, le roi quitta le pavillon d'honneur par une porte arrière, accompagné de 2 gardes du corps. François-Raymond Sassia, le chef de la sécurité du roi, rapporta plus tard que le roi empruntait une petite voiture d'un employé de l'aéroport, rencontré par hasard sur le parking. Il se rend au palais Skirat, à une trentaine de kilomètres de Rabat. Il se sait en sécurité là-bas, le temps d'organiser la riposte. De l'autre côté, les leaders du coup d'État essayent une dernière action désespérée. Le lieutenant-colonel Amkran ordonne à 6 F-5 de décoller de la base de Kinitra pour bombarder le palais de Rabat. L'opération aura pour nom Redlining et se soldera par un échec. Le palais avait été évacué en avance et le roi n'y était. Les forces armées loyales au roi réussissent à mater la rébellion. Certains rebelles tenteront de fuir vers Gibraltar, parmi eux le lieutenant-colonel Amkran qui prendra un hélicoptère pour s'enfuir au plus vite. 36 heures plus tard, se croyant sortis d'affaires, ils sont arrêtés et extradés vers le Maroc. Suite à cette arrestation, plusieurs autres pilotes rebelles seront arrêtés dans les heures qui suivront. Oufkir, quant à lui, sera retrouvé mort. Officiellement, il se serait suicidé. Officieusement, il aurait été exécuté par les proches du roi. Sa veuve, Fatema, clamera cette version. Dans les jours qui suivent, des centaines d'officiers, sous-officiers et soldats seront arrêtés et jugés lors du grand procès militaire d'octobre 1972.
Le 17 octobre, le procès s'ouvra avec 120 accusés qui comparaissent pour trahison et rébellion envers le roi. Le verdict tombe. 32 écoperont de 3 à 20 ans de prison. 11 seront condamnés à mort. Parmi eux, le lieutenant-colonel Amkran qui sera fusillé en janvier 1973. Les 77 autres accusés seront envoyés dans un bagne secret perdu en plein désert de Tazmamar, un enfer silencieux où beaucoup mourront de maladies, de malnutrition ou de torture. Le roi annoncera la suppression du poste de ministre de la Défense. Il assumera le commandement de l'armée directement. Suite à cette histoire, le roi Hassan II sera profondément marqué par la trahison du général Oufkir, qui est considéré comme un très bon ami. Il ne fera plus jamais confiance à personne.